Mes sœurs et mes frères, d'abord permettez-moi de vous témoigner le plaisir de vous accueillir dans ces locaux qui ont une histoire et une tradition très ancienne puisque c'était initialement des locaux religieux. Ceux qui ont pu prendre la peine de lire le panneau explicatif qui est à la porte s'en sont rendus compte. C'était des locaux religieux et ce ne le sont plus. L'architecture religieuse a été transformée en une architecture maçonnique et bien qu'il persiste les témoins de l'histoire religieuse, depuis maintenant 100 ans, la Grande Loge de France est inscrite dans ce patrimoine que nous ouvrons de temps à autre pour des visites, pour commenter ce qu'est la Grande Loge de France. Et depuis 100 ans, elle est inscrite ici. 100 ans, c'est le tiers de son histoire, quasiment. Née en 1928, dans la Loge dite de Paris, reconstituée en 1894 par la suite, la Grande Loge de France fait partie des institutions historiques de la République et elle est fière d'être partie de ces institutions de la République. Alors, le franc-maçon entre la loge et la cité, le mot « entre » laisse supposer une définition un peu statique. Le franc-maçon serait-il à mi-distance entre la loge et la cité et serait-il condamné à rester à cette mi-distance entre la loge et la cité? Peut-être aurions-nous, et je le pense aujourd'hui après avoir commencé à réfléchir à la question, dû modifier un peu le titre et dire le franc-maçon de la loge à la cité. Ce qui laissait supposer la possibilité d'être entre la loge et la cité et de ne point y bouger, ou au contraire d'aller de la loge à la cité et peut-être inversement, d'aller de la cité à la loge. Et peut-être est-ce cela que j'essaierai de vous démontrer dans le cours de cette planche, qui est initiatique, philosophique et générale, et de répondre ensuite à vos questions, si le président souhaite que je réponde à vos questions. Nous souhaiterons, très respectueux. Je n'en doutais pas. Alors, on va commencer par la définition. Vous connaissez tous, ceux qui ont l'habitude de fréquenter les ateliers de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France est un ordre initiatique, traditionnel et universel, fondé sur la fraternité. C'est le premier article de notre Constitution. Tel est donc le socle qui nous indique immédiatement sur quoi repose la démarche qui est la nôtre et qui, à contrario, délimite complètement ce que n'est pas la Grande Loge de France et surtout ce qu'elle ne doit pas être. Mais cette définition initiale s'adresse tout autant à chaque frère de l'obédience, car celui-ci s'est engagé librement et consciemment dans la voie proposée par cet ordre initiatique. Et c'est donc bien dans la loge que s'inscrit la démarche de chaque frère. L'on pourrait penser du reste, et il n'est pas exclu qu'un certain nombre de frères de la Grande Loge en soient intimement convaincus, que le franc-maçon ne poursuit cette démarche initiatique que dans la seule loge où il travaille, et éventuellement dans quelques autres loges de l'obédience où il peut entretenir des affinités philosophiques et initiatiques. Le franc-maçon n'existerait alors que dans la loge. Mais les alinéas suivantes de notre Constitution dévoilent une toute autre tonalité. La Grande Loge de France constitue une alliance d'hommes libres et de bonnes mœurs, de toute race, de toute nationalité, de toute croyance. Petite digression, j'espère que cette année, nous ferons disparaître de toute race, car vous le savez bien, il n'y a pas de race humaine, et c'est un peu délicat de laisser figurer ce terme qui n'a plus de raison d'être dans notre Constitution. Mais pour le moment, c'est ce qui est inscrit. Et je poursuis, la franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'humanité. À cet effet, les francs-maçons, et vous notez tout de suite la différence, la franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'humanité. À cet effet, les francs-maçons. Deux choses différentes, la franc-maçonnerie, les francs-maçons. Les francs-maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien-être matériel. Il s'agit donc ici, dans cette deuxième définition, d'engager l'ordre, mais surtout d'engager chaque frère individuellement dans une action intellectuelle et sociale de transformation de la société. Il s'agit bien d'engager chaque frère et non pas l'ordre. S'agirait-il pour certains de travailler au progrès de l'humanité et non plus à la gloire du grand architecte de l'univers? Le frère de la Grande Loge de France ne serait-il franc-maçon que dans la cité? Là aussi, il n'est pas exclu que certains frères le pensent profondément
et privilégie une démarche entreprise comme une action sociale, voire politique. Le franc-maçon n'existerait alors que dans la société. À l'évidence, et vous le savez bien, et nous le savons tous, la démarche maçonnique ne se situe pas dans le caractère réducteur d'un choix binaire entre deux alternatives, mais peut-être dans une complémentarité entre ces deux options. Peut-être aussi que le franc-maçon est appelé à se situer ailleurs, ou peut-être tout simplement et dans la loge et dans la cité, entre le ciel et la terre, ou entre Saint-Jean et la République, comme l'avait dit l'un de nos anciens grands maîtres, dans une formule volontairement percutante et peut-être un peu provocatrice. C'est ce que je vous propose donc d'examiner ensemble, à partir bien sûr de ce que propose le rite que nous pratiquons, le rite écossais ancien et accepté, en revenant sur nos textes fondateurs et en tentant d'utiliser les références philosophiques qui viennent appuyer, tels des contreforts, les murailles du temple. Pour conclure, nous pourrions examiner de quelle manière l'influence spirituelle que véhicule le rite, comme le disait Guénon, le parfum qui s'en dégage, les principes fondamentaux qui en forment le cœur, comment tout cela permet la traduction concrète et la mise en œuvre de ces principes. C'est d'abord à travers nos rituels que la problématique loge-cité est posée, car c'est bien sûr le premier contact entre le non-maçon et le rite. Si le rite est bien un ensemble de traditions, de cérémonies, de travaux, ce sont bien les rituels des différents degrés qui mettent le rite en scène, si je puis dire, car par certains côtés, il s'agit bien d'une mise en scène de quelque chose d'autre, qui en donnent la perspective et permettent à chacun de comprendre ce qui est joué devant lui et de se l'approprier et, par instant, d'en devenir l'acteur. Quels sont donc les éléments essentiels qui sont apportés aux nouveaux frères? Et quels sont en même temps les éléments qui sont rappelés à tous lors de chaque tenue? Tout simplement les deux dimensions de l'initiation, celle de l'ordre initiatique et celle de l'action. Il nous est constamment rappelé la nécessité de poursuivre au dehors du temple l'œuvre qui a été commencée. Beaucoup pensent naturellement que cette œuvre est forcément de nature matérielle, alors qu'en fait, il s'agit quasi exclusivement de continuer le travail initiatique qui a été entrepris dans la loge, car ce travail est un travail de constant perfectionnement qui commence d'abord par nous-mêmes. Point de doute sur ce point, c'est essentiellement de spiritualité qu'il est question. Mais la dimension de l'action n'est cependant pas oubliée, car c'est lors du temps le plus fort de toute tenue initiatique que le président de l'atelier rappellera à chacun la nécessité absolue de conjuguer la réflexion et l'action, et il s'agira alors exclusivement de l'action dans le monde profane, action qui va plus loin, comme nous le disons parfois, que les soucis de la vie matérielle. Action toujours guidée par la pensée, par la réflexion et par l'intelligence. Si l'on s'avance un peu plus dans le détail, l'on se rappellera sans aucun doute que la franc-maçonnerie a pour ambition de libérer l'homme de ses passions et de combattre l'ignorance et la superstition. Elle vise à acquérir l'art de la sagesse, l'art de l'harmonie, celle des bâtiments qui sont conçus par de vrais architectes, celle, au fond, de soi-même, c'est-à-dire, en se perfectionnant sur le plan intellectuel et sur le plan éthique, de conduire sa vie et de commencer par la bien construire. Il s'agit en clair de devenir des membres utiles et conscients de la société. Il convient par ailleurs, outre le cadre d'acquisition de multiples connaissances symboliques, d'appréhender progressivement les 7 arts libéraux, les 7 arts classiques de l'Antiquité. Arts libéraux qui représentent pour le franc-maçon d'aujourd'hui l'ensemble des arts et des sciences humaines. Vaste programme s'il en est, mais qui rappelle à tout compagnon du voyage initiatique la nécessité d'acquérir les connaissances de son temps et de les utiliser. L'initiation rejoint ici l'un des thèmes majeurs de la Renaissance, celui de faire un honnête homme, une tête bien faite, comme le disait Michel de Montaigne, un homme capable d'agir sur le monde qui est le sien, parce que capable de comprendre ce monde. Le but est clairement annoncé. Il s'agit de travailler.
Chaque frère de la Grande Loge de France a deux religions, la sienne personnelle ou son absence de religion, et la religion du travail. En définitive, nos rituels nous laissent parfaitement le choix de l'un ou de l'autre terme de la dualité initiale, ordre initiatique ou alliance d'hommes libres. Peut-être est-il déjà nécessaire de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une conjonction obligatoire, ordre initiatique parce que rassemblant des hommes libres et qui se sont alliés librement, et en même temps alliance de progrès, parce que travaillant dans la tradition de l'ordre. Nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Nos textes fondateurs sont bien plus explicites, et pas seulement parce qu'il est possible à tout un chacun de se les procurer et de les lire, même sans être initié. Ce qui permet d'en parler aujourd'hui sans violer aucun secret, c'est dans toutes les librairies, et je ne parle plus des rituels. Et ces textes sont historiques et donc parfaitement accessibles à tous. C'est certainement dans le discours de Michel de Ramsay que nous trouvons les éléments essentiels, et ce discours doit d'abord nous retenir, car il est d'une importance majeure dans l'histoire de l'obédience et dans la genèse du rite. Ce discours a été rédigé et n'a peut-être jamais été réellement prononcé pour la réception qui était prévue des ducs sous l'acacia dans le cadre de la respectable loge Saint-Thomas au Louis d'Argent lors de la Saint-Jean d'hiver de 1736. Cette cérémonie a bien eu lieu en 1736, 8 ans après la création en 1728 des premières loges de la Grande Loge de France à Paris, celle-ci se structurant juridiquement en 1738, 2 ans après ce discours. On est donc bien dans le cadre d'un discours fondateur et du rite et de l'obédience. Michael de Ramsay était d'origine écossaise, initié en Angleterre et de confession protestante. Mais il se convertit en France au catholicisme et devint le secrétaire d'un évêque bien connu, l'évêque de Cambrai, qui s'appelait à l'époque Fénelon. Ce qu'il écrit, en pleine effervescence de création de la Grande Loge, et avant même que le rite écossais ancien et accepté ne soit structuré en ses 33 degrés, par les grandes constitutions de Berlin de 1786, 50 ans plus tard, ce qu'il écrit est donc fondamental. Ramsay détaille immédiatement les qualités requises pour devenir membre de l'ordre. Je les cite, « La philanthropie sage, la morale pure, le secret inviolable et le goût des beaux-arts. » Vous passerez sur les termes un peu fleuris du langage du XVIIIe siècle, mais c'est un langage qui est parfaitement accessible et qui est d'une clarté et d'une précision remarquables. L'amour de l'humanité, la philanthropie. L'amour de l'humanité en général le conduit à proposer, cette phrase que certains d'entre vous connaissent et que je vous cite intégralement, que le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. Et le conduit également à imaginer que nos ancêtres les croisés, c'est un peu fantasmé, plus loin ont imaginé un établissement, et là nous sommes au cœur de notre démarche, dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs pour les rendre meilleurs et former dans la suite des temps une nation spirituelle, et je saute une partie de la phrase qui est très longue pour conclure, former une nation spirituelle par les liens de la vertu et de la science. Ramsay établit donc un lien très fort entre le but poursuivi et les moyens d'y arriver, la vertu d'un côté et la science de l'autre. C'est-à-dire entre l'éthique et les connaissances, au fond entre la pensée et l'action. La saine morale est la deuxième qualité requise. Continuant l'œuvre des ordres religieux et des ordres militaires, l'ordre des formations est institué, nous dit Ramsay, pour former des hommes et de bons citoyens, tous adorateurs du Dieu de l'amitié. Ici aussi, développement simultané du maçon et du citoyen. Et je cite encore Ramsay, cherchant à bâtir, à éclairer l'esprit, à perfectionner le cœur et inspirer le goût du vrai, du bon et du beau. Et je ne laisserai pas passer cette phrase sans rappeler qu'elle fait référence très précisément à l'Antiquité gréco-latine et à l'Antiquité grecque en particulier. Préférer le goût du vrai, du bon et du beau, ce n'est d'aucune manière chercher à connaître le bien et le mal.
Ramsay ne parle pas de bien et de mal, il nous invite à chercher le beau